tous, bienvenue sur notre plateau pour un deuxième débat sur les grandes thématiques des élections municipales. Je co-animerai aujourd'hui avec Sébastien de Radio Zinzine, partenaire de cette série. Bonjour les zinzins, bonjour les zinzines. Donc nous sommes sur le plateau aujourd'hui en direct du Patio à Aix-en-Provence, sur le plateau d'Anonymal. Et aujourd'hui, les colistiers discuteront des sujets de la mobilité et de l'environnement. Les invités. Alors, nous avons aujourd'hui Paul Aboudarham. Donc vous avez 60 ans, vous êtes avocate à Aix-en-Provence depuis 1986. Oui. Vous habitez Aix et vous êtes deuxième sur la liste de Jean-Marc Perrin. Et quant à vous, donc Cyril Di Maio, vous avez 45 ans, vous habitez Aix également, vous êtes professeur de sciences économiques au lycée militaire et chef de file du PS de la ville d'Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, vous êtes troisième sur la liste de Marc Penna. Tout à fait. Alors, merci d'être venu sur ce plateau. Alors, on va commencer par quelques chiffres. Tout à fait. Alors, tout d'abord, rappelons, donc, selon l'INSEE, le moyen de transport le plus utilisé à Aix-en-Provence est la voiture, avec 65,3% des habitants qui l'utilisent. Les transports en commun sont utilisés par 15,5% des habitants et 11,6% ça donne à la marche à pied. Par ailleurs, 50,1% des ménages ont au moins une voiture dans leur garage. Alors, tout cela pose évidemment la question de la mobilité et de l'environnement, de la transition écologique. Alors, on va tout de suite commencer par le débat avec donc une première question. Donc, on commencera par la mobilité. Le désengorgement des axes routiers à Aix, puisque les transports en commun ont déjà vu leur trajet remanié plusieurs fois par la mairie sortante. Nous avons ouvert des parkings relais. Il y a un bus électrique qui a été lancé. Il y a des gros nœuds, notamment en allant vers la zone des Milles, tous les matins, tous les soirs. À Célonie, en montant, tous les matins, tous les soirs. Des gros nœuds, et il faut les résoudre. Comment faire ? On va commencer par Cyril Di Maio. Alors, c'est compliqué comment faire, parce qu'effectivement, c'est d'abord une question environnementale. On a construit un peu n'importe comment dans cette ville. On a étalé à toute la périphérie du territoire des logements sans prévoir les modes de transport, à la Durane, au Mille, sur le plateau de Puy-Ricard, et puis là maintenant sur la Constance, encore un carnage. Donc effectivement, nous, la première position, c'est qu'on arrête de construire n'importe comment, n'importe où, moratoire sur la Constance, moratoire sur l'extension de la ZAC du plan d'Ayane. Là, il faut arrêter ça, et il faut un schéma cohérent de transport sur ce territoire. Hélas, on a pris beaucoup de retard. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais la position de la ville vis-à-vis de la métropole a bloqué la mise en place d'un système départemental de transport en commun pendant très longtemps. Ça a été une des causes pour lesquelles on a basculé dans la métropole, puisque la métropole a été un moyen de forcer la communauté d'agglomération et la ville de Marseille à enfin avoir un outil de transport en commun. Donc on est rentré très très tard, hélas. Et cet outil qui vient de donner en décembre un plan de déplacement urbain métropolitain est très très en retard. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands axes qui devraient être faits, il y a 2 BHNS qui devraient être faits. Celui qui a été fait, c'était pas le premier à faire, c'est pas au bon endroit, c'est pas terminé. Et les 2 principaux, celui qui va au Mille, la Durane, et puis celui qui va jusqu'à Luynes, à cet endroit-là, les 2 autres BHNS ne sont pas faits, quoi. Donc effectivement, la ville a été très 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 en retard sur ses équipements. Donc là, il faut d'abord cette ossature centrale de désengorgement. Donc il faut stopper l'urbanisation sauvage, construire là où il y a du transport et mettre des transports en commun de manière cohérente sur ces axes-là. Ça, c'est la trame, quoi. C'est le b.a.-ba pour commencer à pouvoir faire un peu respirer la ville, quoi. Sinon, on va continuer dans cette asphyxie qui fait que je crois qu'on estime entre 9 et 10 mois d'espérance de vie perdue des Aixois du fait de ces flux de pollution, quoi. Enfin, de ce trafic de pollution. Quand nous, on a rencontré des gens au Geste de Bouffon dans la France et du porte-à-porte, et une femme qui nous dit « Ah, le périscolaire, il dure trop tard. Il ne dure pas assez tard. » On dit « Ah, pourquoi ?» Et alors, elle nous dit, vous savez, je travaille au Mille, et pour aller travailler et récupérer mes enfants au JAS, il me faut 45 minutes, 50 minutes. Et là, on dit, mais il y a 3 kilomètres, quoi. Et c'est pas pensé. Donc, c'est pas fait. Donc, là-dessus, ça coince. Alors, il y aurait beaucoup de dossiers. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais il y a aussi
la question de la gare routière qui est mal placée. Bon, plan Diane qui n'a pas fonctionné, peut-être qu'on va en parler un peu après, mais aujourd'hui, tous les bus rentrent en centre-ville, passent par la gare centrale. Il n'y a pas de gare de délestage, ce que devait être plan Diane, qui était un pôle multimodal périphérique, dans lequel des gens pouvaient circuler de périphérie à périphérie. Ça, bon, c'est pas mis en place. Ils vont même, la mairie sortante va même y mettre des nouveaux supermarchés avec la ZAC du plan Diane qui est partie. Là, on va refaire du commerce. Donc, ça va pas dans la cohérence globale. Donc, il faut remettre du sens, remettre des principes, quoi. Il faut arrêter le coup par coup, les équipements, voilà. Un dernier exemple, voilà. Je vais arrêter, mais on va demander à Madame Aboudarram. Oui, alors sur le constat, bien évidemment, pour la liste Répondre aux Aixois que je représente et avec sa tête de liste Jean-Marc Perrin, nous avons le même constat, à savoir que on a continué à construire de manière sauvage cette ville avec des plans de circulation qui n'ont absolument pas été pensés. Et aujourd'hui, vous le disiez, on a des nœuds qui sont insupportables pour les Aixois à toutes les entrées de ville. Alors ces nœuds, non seulement ça crée de la pollution, mais ça crée aussi de la mauvaise qualité de vie. Vous l'avez évoqué, Monsieur Dimeo, notamment avec les périscolaires, les écoles, les sorties d'école. Tout pose problème à Aix, tellement la circulation n'a pas été pensée. Donc sur l'urbanisation, même constat et j'allais dire quasiment même solution, c'est-à-dire que nous reverrons les dossiers controversés. Nous souhaitons les rouvrir, que ce soit le plan Diane ou la ZAC de la Constance. Effectivement, on ne peut pas aller de l'avant comme ça sans prévoir des modes de transport pour les gens qui résideront dans ces zones-là. Donc ça, c'est le premier point. Sur la circulation, il va falloir revoir le point de circulation et on a dans notre programme effectivement l'ambition d'arriver à 0 bouchon, 0 blocage. Pour ça, il va falloir revoir le schéma de circulation et nous, notre point fort, c'est quand même d'essayer non seulement de mieux utiliser les parkings de délestage qui ont été faits, parce qu'aujourd'hui, ce qui est dissuasif pour les gens qui empruntent ces parkings, c'est que la collecte des gens qui laissent leur véhicule n'est pas correctement assurée. Vous avez d'abord une amplitude horaire qui est très faible. À 21h, tout est fermé. Donc, les gens qui vont au cinéma à Aix ou autre ne peuvent pas laisser leur véhicule. Ils sont obligés donc de rentrer en centre-ville. Donc, il faut revoir la façon dont on aide les gens à sortir de ces parkings de délestage pour que, justement, ils soient efficients. Et puis, deuxièmement, ce que nous souhaitons, nous, c'est mettre en place un mode de mobilité doux, c'est-à-dire revenir, vous l'avez dit dans la statistique, je crois que c'est parlant, hein, très peu de gens marchent, très peu de gens prennent des transports en commun. Donc, d'abord, sur la durée du mandat, nous voulons tendre vers des transports en commun gratuits pour justement favoriser le fait que les gens adoptent ce type de déplacement et surtout revenir à des modes doux, le vélo, d'autres modes doux, avec une trame verte qui partira depuis la Rotonde jusqu'à le village des Milles, enfin la zone industrielle des Milles, qui sera à la fois un poumon vert, c'est-à-dire que ça permettra aux gens d'avoir des promenades, mais aussi de pouvoir circuler en toute tranquillité à vélo et pouvoir se rendre à la fois du centre-ville jusqu'à la zone industrielle des Milles et vers ces zones de bureaux, puisque c'est quand même ça qui apporte un flux de circulation très important. Donc j'allais dire, c'est gagnant-gagnant. C'est à la fois de la circulation, mais aussi une meilleure qualité de l'air, plus de respiration. Je vous remercie. Alors, on va passer à la deuxième question. Donc c'est comment le financer, puisque effectivement, la plupart des candidats, la plupart des programmes, on le voit, ça tend vers une écologie. On voit que ça tend vers des transports en commun gratuits, qui était pourtant une idée à la base portée par la gauche il y a une quinzaine d'années, voire l'extrême gauche, j'ai envie de dire, les communistes, et qu'aujourd'hui on voit que tout le monde y vient. Comment financer ce flux, cette incitation vers les transports en commun? Comment financer cette éventuelle gratuité? Cyril Dimeo. Alors l'histoire des transports gratuits, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, nous, effectivement, la position de notre liste n'est pas d'être pour les transports publics gratuits. Pour une raison de bonne gestion budgétaire, qui est que la compétence est métropolitaine. Ça a été discuté au dernier conseil de métropole et c'est 120 millions d'euros si on se prive des recettes transport sur la métropole. Bon, c'est pas sérieux de dire qu'on est pour la gratuité des transports en l'état. Donc ça, c'est... Enfin, la gratuité des parkings relais. Donc pour nous, le problème premier n'est pas la gratuité. Pour une deuxième raison, alors il y a une question financière, mais une deuxième raison, c'est que
pour que les gens prennent les transports, il faut qu'il y ait des transports, en fait. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question de la gratuité, il faut d'abord se poser la question de l'efficience de ces transports. Aujourd'hui, quand le doublement Aix-Marseille n'est pas effectivement réalisé sur la métropole, la question, c'est de pouvoir faire Aix-Marseille en une demi-heure. C'est ça la question. C'est pas d'abord la gratuité. C'est-à-dire que quand bien même le bus ou le train est gratuit, vous le prenez pas. C'est-à-dire que si c'est pour faire 1h30 parce qu'il y a des ruptures de charge, parce que la gare SNCF n'a pas été faite à côté de la gare routière, c'est quand même dommage que la dernière mandature ait oublié de les connecter l'un à l'autre. C'est un peu dommageable quand même. Le doublement de la voie ferrée n'est fait que jusqu'à Luynes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne traversez pas le viaduc et que donc il n'y a pas de boucle qui se fait. Nous, c'est une de nos propositions, c'est qu'il y a un bâche NS entre le centre-ville et les 1000 et des 1000 jusqu'à Luynes, l'Arena, pour qu'on fasse cette boucle ferroviaire qui est en... moi, je suis un vieux militant écologiste. Déjà, on avait attaqué, il fut un temps, le pseudo-doublement avec Corinne Lepage à l'époque sur la voie Aix-Marseille. Bon, il faut ce doublement Aix-Marseille. Donc, il faut des infrastructures. Et après, on discutera de comment les gens les prennent, etc. Mais aujourd'hui, vous pouvez rendre les choses gratuites, vous ne les rendez pas attractives. Donc, la question première n'est pas celle de la gratuité. Après, il y a des questions de gratuité. Effectivement, nous, on a estimé qu'il y avait des publics particuliers, les jeunes, les étudiants, où effectivement, eux, c'était intéressant qu'ils restent hors de la ville et que donc, on dise les parkings de périphérie de délestage, eux, ils sont gratuits pour les étudiants. Et puis, pour eux, les bus peuvent être gratuits. Que ça soit des gratuités sélectives pour des publics où ça a un sens particulier, mais que ça soit... on ne pense pas qu'on a une baguette magique. Là, dans cette campagne, alors on a même à la Blade Runner, là, on a le téléphérique géant par une des candidates. Enfin, non, il y a des choses il faut d'abord des choses simples. Il faut un réseau de transport public à la hauteur d'un territoire métropolitain. Et la question du financement, elle est en partie pas à notre main, elle est dans la main de la métropole. Et la politique qu'a eu la mairie actuellement de se mettre en hostilité avec la métropole, de bloquer tout fonctionnement avec la métropole, est mortifère. C'est-à-dire que, alors que l'État doit investir massivement sur ce territoire qu'il a abandonné depuis 30 ans, la posture de la municipalité sortante a bloqué toute modalité de récupérer de l'argent pour faire ce réseau de transport. Donc nous, notre position, c'est anticiper une posture offensive pour la métropole, pour se servir de la métropole, pour enfin aller au niveau de métropole lyonnaise, métropole bordelaise. Enfin, vous allez dans d'autres endroits, vous avez l'impression d'être... Vous revenez ici dans un pays sous-développé, quoi. Donc il n'y a pas de raison. On va évoquer la métropole juste après, on a une question dessus. Votre position sur la gratuité ? Alors, bien sûr, sur la gratuité, il y aura... Et financement. Oui, de la gratuité. financement. Il y aura des sélections à faire. Il y a des publics qui sont plus fragiles ou des publics qui, par exemple, pour les seniors, ne peuvent pas forcément utiliser des mobilités douces. On ne va pas demander à des gens qui ont des problèmes de mobilité d'utiliser le vélo. J'estime que pour ces gens-là, il faut envisager la gratuité. C'est un travail qui va se faire avec la métropole. Bien évidemment, le financement, c'est la métropole. Et là, je suis d'accord avec M. Di Meo. La position de la mairie actuelle a été mortifère. Pour autant, demain, nous sommes élus. Il faut investir la métropole et il faut solliciter d'elle un véritable plan Marshall pour la mobilité entre Aix et Marseille, mais pour la mobilité d'une manière générale. On a été abandonné depuis des années, vous l'avez dit effectivement, on n'est pas du tout au niveau de ce qui peut se faire dans des mairies comme Lyon, etc. On ne peut pas rester comme ça. Il faudra en faire appel éventuellement à l'État. On ne peut pas rester comme ça. Notre première action, si demain nous sommes élus, c'est de travailler au sein de la métropole pour obtenir ce plan. C'est un plan qui doit aider Aix à reprendre sa place au sein de la métropole, mais aussi aider les Aixois à pouvoir bouger au sein de ce territoire, ce qui à l'heure actuelle est problématique. Tout le monde a fait cet axe Aix-Marseille, tout le monde sait à quel point à la fois c'est polluant et à la fois c'est compliqué d'arriver à l'heure et d'arriver tout court. Donc je crois que, et ça, il y a peu de listes qui sont en désaccord avec ce point, c'est au sein de la métropole, mais en ayant une exigence très importante et en faisant de ce dossier-là un dossier prioritaire qu'on pourra s'en sortir. Alors, toujours lié à la métropole, on a déjà un peu évoqué la liaison Aix-Marseille, donc je propose qu'on avance un peu dans le débat. C'est aussi en lien avec Aix-Marseille sur la gestion des déchets. Maintenant, on va passer plus sur la transition écologique, l'environnement. Voiture électrique. Comment ? Voiture électrique, non, peut-être ? Voiture électrique ? Ah oui, on peut, oui, bien sûr. Oui, complètement. Un petit point J'ai zappé une question. Un petit point sur la voiture électrique. On se demandait, est-ce que vous êtes pour son développement, à mettre des bornes ou pas ?
Oui, nous, si je peux répondre, oui. Allez-y, vous avez du retard en plus sur le Oui, tout timing. à fait. Dans notre projet, on a l'ambition de mettre en place des bornes pour les voitures électriques. Déjà, de la municipalité donne l'exemple, c'est-à-dire revoir dès que possible la flotte des véhicules municipaux pour équiper la commune, pour montrer l'exemple et pour se montrer éco-responsable. Donc, oui, c'est des bornes électriques. Inciter aussi, parce qu'on voit par exemple dans les grandes copropriétés d'Aix-en-Provence, vous n'avez pas encore de bornes pour les voitures électriques. Il y a quelques parkings qui les ont, mais c'est tout. Donc c'est totalement insuffisant et nous sommes favorables effectivement à l'implantation de ces bornes. Bon, sachant que de toute façon, ces voitures électriques ne sont pas magiques, puisque de toute façon, il y a énormément de cobalt qui est des métaux rares qui sont extraits à l'autre bout de la planète. Le bilan carbone à la sortie de l'usine, il est terrible. Après, effectivement, elle ne pollue pas intramuros. Et la question aussi de la fourniture de cette électricité est une question également, quoi. Tout à fait. Alors, bien évidemment, on est d'accord que c'est un palliatif. On n'a pas dit que c'est la baguette magique, on n'a pas dit qu'il faut tous à rouler, essayons de rouler électrique. Mais c'est vrai que, comme pour le déchet, moins on roule, mieux c'est. Voilà, donc ça, on est d'accord. Il faut arriver à créer chez les Aixois et les Aixoises d'autres réflexes, notamment en développant chez eux une forme d'éco-responsabilité, à la fois pour eux-mêmes et pour l'environnement, pour leurs voisins, pour leurs enfants, et faire en sorte que cette conscience que certains ont, qu'elle gagne un petit peu tout le monde. Ce n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle, et je crois qu'à ce niveau-là, il y a un pouvoir important des maires dans la pédagogie sur la population. Si on part du constat qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde a un peu ce sentiment de cette urgence de gérer le problème de la transition écologique, le deuxième constat, c'est de se dire aussi que le niveau municipal est quand même le plus pertinent pour réaliser, parce qu'on a les moyens, on a les outils, et c'est ce qui se voit le plus pour le citoyen. Donc je crois que partant de ce double constat, il y a une véritable responsabilité des élus, désormais des élus locaux, de faire en sorte qu'il y ait cet éveil citoyen pour ceux qui ne l'ont pas eu, parce qu'on sait quand même que la grande partie de la population aujourd'hui est quand même sensible à ça. Si les partis politiques, si les politiques eux-mêmes développent toutes ces idées, c'est que parce qu'ils ont bien senti qu'à la base... Je vous remercie. On aimerait avoir l'avis de... Moi, sur les voitures électriques, moi, je ne vais pas faire beaucoup de temps. Je pense effectivement que ce n'est pas l'enjeu central ou principal d'une politique de transport. Il y a les schémas globaux. Il faut des transports en commun pertinents. C'est la métropole et c'est une ville d'Aix engagée dans la métropole. Il y a le maillon pour le 10-2 km. Ça, c'est du vélo. Il faut des trajets en vélo, des coulées vertes. Aujourd'hui, la mairie a réussi à occulter. Enfin, il y a une loi qui s'appelle la loi LOR qui oblige à faire des pistes cyclables chaque fois qu'on fait une rénovation urbaine. Vous passez à la Torse, vous passez n'importe où. Il y a 0 pistes cyclables qui ont été faites. Donc là, il y a un déficit chronique. Et après, les champs en dessous, c'est ce qui se fait en 10 minutes à pied. Et là, bon, c'est des cheminements piétons, c'est des quartiers reliés entre eux. Et bon, là aussi, on est très, très, très en retard, quoi. Enfin bon, donc voilà, moi je pense que c'est ça la voiture électrique, c'est secondaire. Sur votre question des déchets. Bon, c'est... je crois que c'était la question suivante. Mais c'est la question suivante, mais on va y venir. Mais moi, du coup, j'avais juste envie de rebondir sur une question qui est un peu de politique générale, voire même philosophique. Vous disiez que le meilleur déchet, c'est comme la voiture, c'est celui qu'on ne fait pas. Finalement, j'avais une question un peu plus large sur cela. C'est est-ce que l'écologie est compatible avec le capitalisme, avec l'entreprise? Est-ce qu'il faudra, à un moment donné, restreindre la production? Très sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez qu'on peut se priver d'une partie de la population pour lutter contre la transition écologique? Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable de dire, parce qu'on est de droite ou qu'on pourrait l'être, que parce qu'on est un industriel, parce qu'on est un commerçant, on est voué à polluer et à détruire? Bien sûr que c'est l'homme qui a détruit. Vous reprenez la thématique de l'écologie humaniste ou pas. Bien sûr, l'homme a détruit. Moi, je pense que j'ai confiance en l'homme. Il s'est toujours adapté et là, aujourd'hui, il va réparer. Et la réparation, c'est son adaptation à ce qu'il a créé. Donc, pour moi, ce clivage droite-gauche ou dire est-ce qu'on peut avoir finalement confiance en l'homme, est-ce qu'on peut être humaniste, écologiste, pour moi, c'est dépassé. On ne peut pas se priver
de la moitié ou de plus de la moitié de la population pour lutter contre la transition écologique et en tout cas arriver à trouver les bonnes solutions. Alors après, il y a quelquefois des logiques de compensation, il y a des logiques d'éducation, de pédagogie. Et voilà, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Mais je pense que partir du postulat de base que parce qu'on est un industriel, on pollue forcément, c'est faux. Il faut... C'était une question. Hein. Voilà, oui. Non, mais c'est pas le vôtre, hein, mais c'est ce qui est quand même véhiculé, notamment par les partis de gauche. Lors de votre dernier plateau, je crois que c'était à Sciences Po, c'est Marc Pénat d'ailleurs qui le disait, mais de toute façon, l'écologie ne peut être que de gauche. Il y a eu des gouvernements de droite qui ont fait le Grenelle de l'environnement, et moi, j'ai pas le souvenir que pendant le mandat de M. Hollande, on ait autant combattu que ce qu'il aurait fallu la cause du climat. Je vous remercie. En 30 secondes, peut-être, sur une question philosophique avant les déchets. Alors, ayant écrit un ouvrage là-dessus, il ne faut pas me lancer. Donc, non, moi, je pense que l'histoire de l'écologie politique, depuis André Gorz, depuis René Dumont, c'est une histoire qui est marquée dans la critique du consumérisme, qui est dans la critique du productivisme et voilà, d'un certain mode d'accumulation des richesses. Donc le capitalisme comme mode d'accumulation intensive des richesses, il est contradictoire avec des limites naturelles. Penser que c'est des solutions techniques qui vont répondre à l'épuisement des ressources naturelles, là c'est des gadgets, quoi. Là c'est En Marche qui nous sort le bidule qui tourne pour résoudre le transport. Non, il faut changer des modes de développement, il faut changer des modes d'urbanisation, il faut changer... Voilà, si on ne change pas ces modes de consommation, l'écologie, ça ne se résoudra pas par telle solution technique, chacun mettant sa pièce dans le gadget, quoi. Donc, Marion, les déchets ? Oui, les déchets. Cyril Diméo, vous étiez bien parti. Non, sur les déchets, c'est la caricature, Aix. Vous avez 2 exemples. Vous réussissez à avoir une ville de 150 000 habitants, vous ne pouvez pas trier vos déchets dans le centre-ville. On marche sur la tête. Cette mairie est en place depuis 20 ans. Elle n'est pas capable de mettre en place ce qui se fait dans n'importe quelle commune de cette taille, trier ses déchets. On ne parle pas de révolution, on parle de mettre tac, tac et de ramasser 3 poubelles différentes, du carton, du verre, etc. Même pas possible. Alors, on est où, quoi ? On est à Aix-en-Provence. C'est plus de 100 000 tonnes de déchets accumulés sur le plateau Larbois. Mais on est où, quoi ? Pendant 4 ans, 5 ans, j'ai laissé faire. Je ne savais pas comment ça s'est passé. Ils ont tout déposé. Non, mais on est où ? Vous avez des constructions qui se sont faites et ils ont déversé leur dégueulis de déchets sur le plateau de l'Arbois et personne n'a rien vu. Plus de 100 000 tonnes qui sont là, comme ça. Tant qu'à faire, on ne va pas faire payer les entrepreneurs. Tant qu'à faire, on ne va pas ouvrir de déchetterie en temps et en heure. C'est pas grave, à la fin, c'est la métropole qui va payer. Voilà, c'est l'incurie. La politique des déchets dans cette ville, c'est l'incurie. Alors, que faire ? D'abord... Ça se mène une politique de déchets pour faire du tri. Enfin, ça fait 20 ans qu'ils sont là quand même, bon sang. Donc, installer des containers, il y a des choses à faire. Je ne suis pas spécialiste du tri des déchets. C'est pas, toutes les autres communes l'ont fait. On n'est pas plus arriérés que les autres. Mettre des péages, des gens qui verbalisent, des gens qui entreposent leurs déchets de bâtis, on n'est pas plus stupide que les autres. Il n'y a pas de policiers municipaux à Aix-en-Provence. Ils font quoi ? Ils ne sont pas capables d'être sur le plateau d'Arbois, on sait tous ce qui se passe. Ils ne sont pas capables de dire, toi tu ne déposes pas là, tu vas là-bas, c'est que tant d'euros pour la tonne. Non, c'est qu'il y a une volonté de laisser faire. Donc il faut arrêter de laisser faire. Que vous dire, tout le monde l'a fait, toutes les autres villes normales le font, et nous, on n'est pas capables. Là, c'est une question de volonté, quoi. Madame Midam. Oui, alors, sur le constat, je suis d'accord, on ne peut pas laisser faire comme ça. Alors, il y a la volonté, mais il y a aussi la loi. Et les directives européennes, 2023, c'est la date limite. Chaque citoyen français devra avoir un moyen de trier ses déchets. On est 2020, on n'a plus que 3 ans pour arriver à ça. Et quand vous voyez dans quelle situation on se trouve à Aix-en-Provence, il y a beaucoup de travail à faire. Donc nous, effectivement, tri des déchets. On est favorable aussi à des zones de compostage partagées, notamment dans des immeubles, etc., avec des référents qui pourront gérer ces zones de compostage. Et là encore, une responsabilité accrue du citoyen. Je pense que tout ça passe aussi par une éducation de chacun. C'est pas. Mettre des containers quand même. Faut l'aider, hein. Faut lui mettre oui, des containers en centre-ville. Hein. Mais oui, mais une fois qu'on a mis les containers, on va les mettre les containers. Je l'ai dit. Hein. On s'engage au tri sélectif
en centre-ville et sur toute la périphérie du centre et sur tous les quartiers d'Aix, parce que ça doit être pour tous les Aixois, pas que pour certains, puisqu'à l'heure actuelle, c'est quand même que pour certains. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a une ville qui est sale, avec des gens qui se plaignent d'une invasion de rats dans le centre-ville, il faut quand même le dire. Tout ça parce qu'il n'y a pas de conteneurs, il n'y a pas de zone pour venir déposer ces déchets. Alors les gens, bien sûr, descendent de leur poubelle à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Là aussi, dans le cadre de ce qui sera un peu plus coercitif, on veut une police de l'environnement, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une sensibilisation, mais aussi une répression, parce que d'abord l'éducation, la sensibilisation, mais aussi la répression. Et donc, forcément, les déchets, ce sera un dossier prioritaire pour notre liste. Je vous remercie. Et sur la dernière question, je pense que ouais. le temps passe. On pensait la défense des terres agricoles. Alors oui, vous parlez tous les deux, enfin vos deux listes parlent de la défense des terres agricoles, l'importance des espaces verts, ralentir l'urbanisation. Bon, Aix-en-Provence, on sait que ce n'est pas en tout cas dans les priorités. Qu'est-ce que vous proposez très rapidement par contre? Et surtout, on sait que M. Perrin était le maire adjoint de la Durane. La Durane qu'on a vu fleurir après des années de non-constructibilité. Il y a eu un bel incendie qui a rendu tout ça constructible. C'est beau, c'est magnifique l'urbanisation. Ça a poussé comme des champignons. Et aujourd'hui, la Durane est plus peuplée que les villages autour. C'est plus peuplé qu'Aiguille, que Velot, que... et donc, qu'est-ce qu'on fait à cette Durane? Est-ce qu'on continue à accumuler des gens et à gravir sur des terres, ou est-ce qu'on s'arrête là? Quelle est vos positions de liste? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, la Durane, elle est escalée. C'est la mandature de Mme Joissin. Hein, c'était pas M. Perrin, le maire, quand même. Il était maire adjoint et il renonce pas au bilan. Et d'ailleurs, il en est aussi comptable, en tout cas pour certains de ces éléments. Nous, l'urbanisation, on veut la maîtriser. C'est dans notre programme, hein, vous l'avez dit, et on veut conserver les terres agricoles, et à chaque fois, et on aura là aussi une logique de compensation, à chaque fois que l'on supprimera du vert, il faut qu'on remette du vert ailleurs. J'allais dire que c'est quasi automatique. Ça, c'est une logique que nous appliquerons et qui n'a jamais été appliquée à Aix-en-Provence. On détruit Non. Pour mettre du vert? Non, si on construit, d'abord il faut essayer, on va revoir le PLU, hein, il faut densifier. Il faut arrêter de prendre sur les terres agricoles. On était en réunion publique au MIL la semaine dernière. Il y a vraiment une urgence à arrêter cette urbanisation sauvage. Et ça, on le sent bien. C'est une véritable volonté des Aixois et des Aixoises. Et il faut la respecter. Et ça va dans le sens de notre idéologie, j'allais dire, s'agissant de ce fil vert qui conduit notre projet. Et donc, maîtrise de l'urbanisation et espace vert augmenté de 20% sur la durée du mandat. Je vous remercie. On va laisser Cyril Diméo qui a du retard pour s'exprimer sur ces sujets. Bon, je ne reviendrai pas sur la Durane, mais réussir à faire un quartier sans le moindre piste cyclable ou couloir de bus, ça paraît tellement délirant de nos jours que... Bon, moi, c'est une ineptie. Pour moi, ce quartier est une ineptie. J'avais utilisé une expression de crime contre l'urbanité fut un temps. Je crois que c'est vraiment c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en termes d'aménagement urbain. Les zones agricoles, la seule façon de les protéger, c'est de les protéger. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire un coup de crayon et disant là, ça ne construit pas. Aujourd'hui, la municipalité a fait partir des coûts de ZAC. Et Barida est en train de partir d'après la Pioline, la ZAC de Plan-d'Ayan est en train de partir, la ZAC de l'Enfant est en train de partir, c'est-à-dire qu'en fait la mairie distribue de la rente foncière à coup par coup à des endroits qui sont absolument pas pensés. Donc il y a le PLUI qui est le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en rediscussion, il faut qu'on mette des coups de crayon, qu'on mette des schémas et qu'on dise voilà, là on construit, là on densifie, là on arrête, et qu'on arrête la distribution au cas par cas. Parce qu'en plus, on sait ce qu'elle donne, cette distribution au cas par cas. On la suit dans la chronique judiciaire de l'adjoint à l'urbanisme, le coup par coup. C'est-à-dire que je donne un bout, je donne un bout, je donne un bout, et après je donne un bout, et après je me retrouve devant le procureur, et après je me retrouve dans des situations compliquées. Donc il faut arrêter ça. Voilà. On n'est pas condamné à ce que l'urbanisme soit plus discuté dans la chronique judiciaire que dans la chronique citoyenne de l'évolution urbaine de la ville. Bon, ce sera le mot de la fin. Ouais. Merci d'être venu sur ce plateau pour Merci. le débat. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau débat avec les colistiers donc des listes de Dominique Sassoun et Stéphane Salor. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.